messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Alinéa. Il y a des blessures d'apparence banale par ce qui les cause, pourtant pouvant détruire des vies. Il y a des vies ruinées faute d'interlocuteurs sûrs pouvant conduire à l'accès à une thérapie effective et durable. Il y a chaque jour dans les familles, dans la société, des personnes victimes de violences sociales mais peu soutenues. Au milieu de ce manque émaillé de bien d'interrogation, il existe fort heureusement de personnes pleines de vision, de détermination et de bonne volonté. Ils ont de tous les moyens pour soutenir leurs semblables. C'est le cas de cette jeune Congolaise pétrie de maturité, le cœur sur la main, qui a mis en place une association dénommée Amour et Grandeur d'âme, AGM sigle, qui œuvre dans l'accompagnement moral et psychologique des victimes de traumatismes de tout genre. Mesdames et messieurs, notre invitée ce soir est Madame Gilberte Franche Essanabouli Elika. Elle est présidente de l'AGA. Alors, Madame Essanabouli Elika, bonsoir et surtout, merci d'honorer ce plateau d'Alinéa. Merci, bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, vous êtes présidente de l'AGA, Amour et Grandeur d'âme, une association que vous avez mis en place depuis quelque temps. Alors, d'où vous avez venu en tout cas cette idée de mettre en place cette plateforme et quel est son rôle? Tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau d'Alinéa. Je suis honorée. L'association Amour et Grandeur d'âme est née en mars 2023. Notre vision est d'accélérer la résilience des individus. Donc, si je dois m'expliquer pourquoi la résilience, parce que ça permet à la personne de se vider, de se libérer de ses traumatismes, de ce qu'elle a eu à vivre, qui a été enfoui en elle. Donc l'association œuvre dans ce sens-là. Et notre rôle, c'est d'œuvrer à la prévention et à la détection des traumatismes psychologiques et au soutien moral. C'est un domaine assez pointu que vous avez choisi, que de s'occuper de personnes victimes de traumatisme. Ce n'est pas facile. Alors, d'où vous est venue cette idée-là de vous orienter vers cet aspect des choses? Oui, je dirais que l'idée m'est venue par un vécu. Ok. Un vécu qui est une histoire. Un vécu personnel. Oui, personnel. Donc, c'est mon histoire. J'ai été traumatisée. J'ai connu de la dépression. J'ai connu des abus. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la sagesse, avec des expériences que j'ai reçues, je pense que j'ai la mobilité de pouvoir aider ceux qui étaient comme moi. Je pense sans commentaire, hein, si réellement c'est ce que vous avez vécu, vous êtes parti de votre expérience personnelle par rapport à ce que vous avez vécu peut-être au sein de votre famille ou autour de vous. Vous en avez fait une cause que vous portez. Je pense que vous êtes l'interlocuteur idéal pour toutes ces personnes qui, après vous, vivent des choses similaires. Je pense que c'est une très bonne chose et je vous encourage et c'est très touchant cela. Et aujourd'hui, quand vous êtes face à ces personnes que vous accompagnez, alors quelle est votre stratégie à les emmener finalement à se livrer, parce qu'on sait que c'est toujours pas facile, déjà avant de se livrer, de comprendre qu'il y a un problème, parce qu'il y en a qui pensent que finalement c'est normal à force d'être dedans. Quelle est votre démarche à les convaincre et à les accompagner? Tout d'abord, nous prenons rendez-vous avec la personne et ensuite nous avons un entretien d'où il y a une écoute, avec patience.
parce que cette personne qui est en face de moi a besoin d'avoir la patience, a besoin d'être mise en confiance, parce que si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas te confier à une personne. Donc la personne je la mets en confiance et ensuite... par des mots, par des actes. Exactement, par des mots, par des actes. Et à ce moment-là, la personne facilement se libère et trouve vraiment satisfaction. J'imagine combien d'émotions vous vivez chaque fois que vous rencontrez énorme. Ce genre de personnes. Et parfois, je pleure. Je pleure en parlant avec ces personnes pour les dire que cette personne que vous vous confiez n'est pas là pour vous juger ni condamner, mais vous redonner espoir, parce que c'est ça qu'il faut. Vous redonnez espoir, vous montrez en fait des voies pour sortir de votre problème, trouver des solutions et être une nouvelle personne avec beaucoup plus d'armes pour affronter la société. C'est très bien. Alors aujourd'hui, nous pensons qu'au Congo, il y a beaucoup de cas de ce genre, hein, les violences, les traumatismes, on en a certainement dans toutes les familles. Il y a quand même des dispositions officielles qui essaient de protéger, sinon de prévenir ce genre de situation. Vous menez vos activités dans ce sens. Alors quel est le lien, sinon comment à votre niveau vous portez les orientations officielles, comme par exemple les lois qui existent. Aujourd'hui, nous parlons de la loi Mobara, qui est un dispositif très important mis en place par le gouvernement, par l'entremise du ministère en charge des conditions féminines dirigé par Madame Ngani. On a vu tous à travers les écrans et les villes la campagne de sensibilisation autour de cette loi. C'est quand même pas anodin. Alors vous, comment vous portez cette loi au niveau de votre action? Dans un pays, il est obligé qu'il puisse avoir une loi. Parce que la loi, elle protège, elle donne l'assurance aux citoyens. Et donc, nous, quand nous recevons ces personnes qui viennent envers nous, quand nous sommes dans notre entretien, par rapport à des réponses ou à des questions ou des problèmes que nous soulevons, si nous pensons qu'il nécessite que ces personnes puissent aller vers cette loi-là, ben si, on les oriente vers cette loi. Parce que nous sommes juste focalisés sur le soutien moral afin que les personnes qui se sont libérées ont cette facilité d'aller se confier plus loin. Oui, exactement. Parce que c'est au cas par cas, hein. Il y a des cas un peu plus facilement gérables, il y en a qui nécessitent un peu plus de dispositions assez importantes pour les accompagner. Et c'est à ce moment-là, par rapport à votre expertise, vous les détectez, et s'il faut les accompagner au-delà de votre association, vous les orientez vers les voies qui peuvent en fait mener des actions envers ces personnes. C'est très bien. Est-ce que vous travaillez avec des services spécialisés comme, on va dire, des services sociaux, des médecins psychologiques? On ne sait jamais. Est-ce que vous avez besoin de ces spécialistes-là pour vous accompagner dans ce que vous faites? Oui, nous travaillons. Donc, nous faisons appel aux services de psychologues. Mais toutefois, il y a le bénévolat qui est mis en place. Donc, oui, nous faisons appel aux services sociaux qui auront la possibilité de pouvoir se joindre à nous pour nous aider aussi à mieux accompagner ces personnes-là. Oui, mais nous faisons appel aux psychologues. Vous êtes une association jeune. J'imagine que vous avez une équipe, une forte équipe certainement. Alors, comment vous travaillez avec votre équipe? Oui, une équipe brave qui a aussi la main sur le cœur. Que de femmes comme vous? Non, des hommes, parce que c'est pas une association focalisée qu'aux femmes. Donc, parce que nous avons aussi eu à avoir des entretiens avec des hommes. Donc, non, il y a des hommes et des femmes. Donc, dans mon équipe, nous avons des hommes et des femmes qui
qui fait le bénévolat et qui accompagne aussi. Alors, on imagine que vous avez déjà assisté beaucoup de personnes. Est-ce que parmi ces personnes, il y a eu quand même des cas particuliers qui vous ont spécifiquement marqué? Un exemple pour que nous comprenions réellement votre action et que cela soit certifié par ces cas-là. Oui, nous avons eu beaucoup de cas. Et ce cas qui m'a particulièrement touchée, c'est ce garçon qui était en relation avec sa copine et qui avait, je disais, qui était un peu dans la dépression parce que avec sa situation familiale, il se disait qu'il ne pouvait pas prendre ses responsabilités. Et à ce moment-là... Parce que la copine était enceinte? Oui, la copine était enceinte. Et un jour, il me voit, il dit « Maman, j'ai besoin de vous parler. » Parce que je dis « Ok. » Et on a pris rendez-vous. Et quand on a discuté, il m'a fait savoir. Et je lui ai dit que « Est-ce que tu veux que ce que tu vis, que ton enfant puisse vivre... » Quel était son problème en fait? Oui, son problème est qu'il avait la peur de prendre ces responsabilités-là. Parce qu'il se disait qu'il n'a pas assez de moyens pour prendre la responsabilité ou prendre la charge de sa femme et son enfant. Et le bébé qui va naître. Oui, qui va naître. C'est à ce moment-là que j'ai... Une fuite en avant. Oui, oui. Donc, j'ai fait en sorte de le rassurer, de lui dire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir de l'argent, mais d'être apaisé, de se dire que demain, ça peut aller mieux et je pourrais aussi être différent de ce que je suis aujourd'hui. Donc, il est mieux de prendre ses responsabilités pour ne pas que tu échoues parce que il est toujours bien de se dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça va aller. Parce que c'est ça la vie. La vie, il y a des hauts et il y a des bas. Mais c'est d'être blindé mentalement pour mieux aller de l'avant. Donc, c'est à ce moment-là que, après un moment, j'ai fait appel aussi à cette dame. Et j'ai travaillé aussi avec la copine. À ce moment-là, ils se sont entendus et il a pris ses responsabilités. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'a envoyé des photos que c'était une bénédiction pour lui de pouvoir me rencontrer parce qu'aujourd'hui, il est très heureux d'avoir sa petite fille qui s'appelle aussi Elika. Oui, donc c'est cet exemple qui m'a beaucoup touchée. Ça c'est très bien parce que on pense que, enfin on le sait bien, dans la société congolaise, il y a plein de cas comme ça parce qu'on voit des enfants qui naissent sans côté paternel parce que le père a été irresponsable, ne connaît même pas le nom de son père. Vous, avec votre activité, vous êtes arrivé à emmener ces jeunes à dépasser ses peurs, à enrayer ses préjugés et son traumatisme, et finalement de prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, il est père et il est heureux, c'est très bien ça. Épanoui. Et il y a un cas d'une femme peut-être aussi? Oui, il y a aussi un cas d'une femme qui a été... qui est venue vers moi, mais en venant vers moi, je pensais qu'elle était normale, comme toute personne. Et quand elle m'a demandé que madame, je vais vous parler, j'ai dit oui, d'accord. Donc tout de suite, je me suis donnée à l'écoute. Et c'est pendant l'entretien, pendant les échanges, que je vois que la personne n'a pas toute sa tête. Oui, elle n'a pas... elle n'était pas trop bien parce qu'elle disait des choses de travers, parce que ça se sent quand vous discutez avec une personne. Donc, à ce moment-là, j'ai eu à détecter d'abord quel était le problème de cette dépression. Parce que j'ai compris qu'elle était en phase de dépression. Et à ce moment-là, quand j'ai compris ça, j'ai essayé, parce qu'elle avait un téléphone, et nous avons essayé de joindre la famille. Et la famille n'a pas pu faire face parce qu'on se dit peut faire face parce qu'ils se disent que il y a la sorcellerie qui est là et elle casse tout à son passage. Ah, il se disait que la dame a été ensorcelée ou bien c'est la dame qui portait la sorcellerie? C'est sûr que oui, elle était ensorcelée peut-être, voilà. Et que à ce moment-là, j'ai contacté son père. On a eu à retrouver son père
Et son père, il est arrivé parce qu'il ne savait pas où était l'enfant, parce qu'elle traînait cette maladie depuis 2021. Elle avait quel âge? 32 ans. D'accord. 32 ans. Et elle traînait cette maladie de dépression depuis 2021. Et quand on a fait appel à son père, elle ne voulait pas voir son père, et c'était très difficile. Donc à ce moment-là, j'ai encore continué à faire le travail d'un soutien moral, à ce que je la mette en confiance, pour se dire qu'il y aura pas parce qu'elle ne voulait pas rentrer en fait chez elle. Et ensuite, j'ai fait ce travail où j'ai dit bon, parce que j'ai parlé à son papa pour lui dire que cette femme a besoin d'être consultée. Donc, parce que je vois qu'elle a un peu de retard de parole, elle dit tout à l'envers et tout ça à travers. Consultée par un psychologue. Oui. Et le papa a dit oui, mais bon, moi je peux pas aller à l'hôpital parce que bon, j'ai pas les moyens pour m'en occuper. Et j'ai dit oui, je prends tout en charge. Et c'est à ce moment-là, nous avons été conduits à l'hôpital psychiatrique. Et à l'hôpital aussi, j'ai fait un grand travail pour ne pas qu'elle se débatte après la consultation, qu'elle prenne facilement ses injections ou ses médicaments. Et ça a été une facilité parce que je l'ai mise en confiance. Aujourd'hui, elle a repris sa santé. Elle est lucide. On ne saura même pas que c'était quelqu'un qui a parcouru des villes et des villes parce qu'elle a quitté de l'UTT à Brazzaville. Oh là. Et voilà pourquoi les parents étaient un peu à la recherche. Mais aujourd'hui, tout va bien. On est en contact. Et elle reviendra parce qu'elle est repartie au village avec son père. Et elle reviendra à Brazzaville pour un contrôle. D'accord. Elle a retrouvé une vie normale. Oui, une vie normale. Oui. Ça, c'est bien ça. Et bien sûr qu'on a combiné aussi avec Dieu, hein, avec la prière et tout ça, mais aujourd'hui tout va bien. C'est très bien. C'est très bien, c'est vraiment, c'est émouvant, c'est touchant. Bravo. Alors, qui en réalité peut bénéficier de vos services? Est-ce que c'est toute personne qui... On connu tout ça, on a connu des traumatismes. Donc, si vous, à travers votre association spécifiquement, qui menait des démarches pour aller les repérer, les chercher? Bon, je dirais que la plupart ont connu tout ça, on a connu des traumatismes. Donc si je me mets à parcourir, je ne m'en sortirai pas, à parcourir toutes les maisons, à savoir qui est traumatisé et tout ça, non, je pense que je ne m'en sortirai pas. Mais des hommes et des femmes à partir de 18 ans, parce que je pense que c'est à cet âge-là qu'on comprend quand même certaines choses. Et si ces personnes pensent qu'elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin d'être orientées, elles ont besoin d'être libérées de leur fardeau, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile dans le milieu familial, associatif, dans le milieu professionnel. C'est pas facile de se confier parce qu'on se dit que oui, ce que je dirais va être divulgué, ou il y aura un abus de confiance. Donc, et certaines personnes préfèrent souffrir. Et l'association est là pour ces personnes qui sont au coin du mur, qu'on ne fait pas attention. Et l'association peut prendre en charge ces personnes-là. Il suffit juste de prendre rendez-vous, de nous appeler. On pourra les recevoir. Sinon, c'est toute personne qui en ont besoin sont la bienvenue. Et comment faire pour vous contacter? Donc voilà, pour nous contacter, nous avons la page Facebook, Instagram, qui est Association AGA, AGA, on va dire, et notre numéro de téléphone WhatsApp, et qui est disponible aussi en appel, le 05 026 32 26. D'accord. Alors, vous avez parlé des personnes à partir de 18 ans. Bon, on sait aussi que dans les familles, il y a parfois des mineurs qui subissent des choses très, très graves. Oui, exactement. Et là, vous, si jamais il y a une famille qui vous consulte par rapport à un enfant qui souffre de ce genre de situation,
quelle sera votre réaction? À ce moment-là, il faut que le parent soit au courant. Donc, c'est le parent qui doit prendre contact parce que c'est un mineur. Donc, le parent doit prendre contact à l'association afin qu'on puisse être en contact avec cet enfant qui a besoin d'être soutenu. Bien sûr qu'il y a... Oui, parce que moi, je vais dire mes traumatismes, je l'ai vécu on va dire, de 5 mois à mes 18 ans. Donc, ça a été quand même à bas âge. Donc, je pense que, mais avec l'autorisation des parents, nous pourrions faire cette démarche. D'accord. Et vous intervenez partout, partout au Congo? Non, pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes focalisé sur Brazzaville? Sur Brazzaville, mais ça me ferait plaisir que toute personne puisse bénéficier de cette expérience. Parce que je sais que j'ai quand même fait des villages, pas ici, quand j'étais à Bamako. Et je parlais beaucoup avec ces personnes qui étaient aussi au village. Mais si aussi ici, j'ai cette possibilité d'aller partout. Et vous avez eu cette dame qui était à l'UTT, par exemple? Oui. Comment l'avez-vous connue, enfin contactée? En fait, elle est venue, elle est venue à Brazzaville. Elle s'est retrouvée à Brazzaville et elle connaissait, parce qu'elle vivait dans le quartier. Et en vivant dans le quartier, elle s'est retrouvée, donc c'est sûr que les souvenirs, donc elle s'est retrouvée dans le quartier et à ce moment-là, nous l'avons vue dans la rue et nous l'avons reconnue. Et... je pense qu'il est quand même temps de mettre des antennes partout, partout dans tous les départements du Congo, parce que le problème n'est pas qu'au niveau de Brazzaville et au niveau de toutes les familles congolaises qui se trouvent partout sur l'étendue nationale. Donc, je pense que vous avez ces ambitions-là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que si vous voyez même mon logo, c'est un infini avec des bras qui embrassent l'humanité. Donc, je pense que ça sera très important et un plaisir pour moi de le faire. D'accord. Des projets de partenariat avec des organismes dédiés, non? Non, pas encore, mais ça sera un plaisir d'avoir des partenaires pour maximiser nos actions. Parce que comme on dit, l'adage dit qu'un doigt ne peut pas laver un visage. Donc je pense que ça sera la bienvenue. Alors aujourd'hui, comment percevez-vous cette situation des personnes victimes de traumatisme, de violences de tout genre, tout genre, on parle de violences sexuelles, violence conjugale, violence verbale, violence, harcèlement, tout ça. Que pensez-vous de l'avenir, de la situation de ces personnes au Congo? Vous pensez que la situation est grave à long terme ou à moyen terme? Vous croyez qu'il y aura des solutions et la situation sera enrayée? Ou vous pensez que c'est assez compliqué? Comment vous évaluez cette situation à votre niveau? Il y a plusieurs sortes de traumatismes. Il y a certaines personnes qui subissent, par exemple, des déceptions. Mais elles ne supportent pas cette déception. Des déceptions amoureuses. Oui, déception amoureuse. Et ensuite, elles se donnent à la mort. Oui. Oui. Donc, il y a d'autres personnes qui subissent des traumatismes dans les milieux familiaux. Et elles ne peuvent pas se confier parce qu'elles se disent que est-ce que les parents ils vont bien le prendre? Donc, je pense que nous avons besoin aujourd'hui de parler de ces choses-là pour éviter les fatalités, pour éviter certaines situations. On n'a pas besoin de voir les actions pour réagir. Et moi, je pense que si on peut dévancer les drames, ça sera une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup, nombreux ont perdu la vie pour des petites traumatismes. Exactement. Par exemple, oui, il y a ma belle-maman qui me fait souffrir à la maison. Je ne supporte pas, je me préfère donner la mort. Donc, moi, comme vous avez dit, il y a des viols. Il y a d'autres aussi qui sont suicidés par rapport à ça. Comme je le dis, gloire à Dieu, je n'ai pas... J'ai tenté de me suicider, mais ce n'est pas arrivé parce que je devais servir les autres et les encourager. Donc, je pense que c'est important et nous avons besoin de ça aussi. Alors, fort de votre expérience, est-ce que vous pensez que des personnes victimes de ce genre d'injustice
peuvent... enfin, comment pensez-vous qu'elles doivent réagir face à ce genre de situation? Parce que la plupart se taisent parce que ne savons pas quoi faire. Alors vous pensez qu'il y a une autre manière de faire? Est-ce qu'ils doivent libérer la parole? Et libérer la parole de quelle manière? Oui, je pense que, comme on dit, que le fait de se libérer, c'est une bonne chose. Et surtout le pardon. Et moi, aujourd'hui, si je suis en train de servir les autres, c'est parce que, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pu pardonner. J'ai pardonné et voilà pourquoi je vis maintenant pleinement ma vie. Parce que je me suis dit que ça m'emmenait nulle part. Au contraire, je me renfermais. Et le fait de pardonner, de me dire que je ne peux pas rester au stade où je dois être dans le noir, ça va me bloquer sur tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc, ces personnes-là ont besoin juste de parler. Si elles veulent sauver aussi les autres, qu'elles parlent. Et c'est la meilleure chose à faire, c'est de parler. Parlons de votre cas. Ça s'est passé au niveau de la famille ou à un cadre un peu plus autre que la famille? Bon, je dirais qu'il y a eu des moments où ça s'est passé dans la famille, parce que c'est toute une vie. Donc, au milieu professionnel, même à l'école, il y a eu un peu des petites, des petites histoires qui ont englobé un peu ce traumatisme. Il y a eu plusieurs facettes dans le quartier, dans ma vie de couple. Donc, il y a eu beaucoup de traumatismes. Si vous fallait repartir en arrière, vous aurez pu procéder autrement? Maintenant que vous êtes consciente, vous avez peut-être beaucoup plus d'armes à vous défendre et à dénoncer la situation. Est-ce que vous aurez procédé autrement? On ne sait pas parfois ce qui peut nous arriver à l'avenir. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que ça se passe comme ça pour que je me défende aujourd'hui. Donc, et aujourd'hui, vous êtes celle qui porte la cause et qui sauve d'autres personnes. C'est une grâce. C'est une grâce parce qu'au lieu de sombrer, grâce peut-être à vos efforts, vous vous êtes relevé, vous avez trouvé une voie et vous voulez montrer cette voie à d'autres personnes. Exactement. C'est très bien. Alors, Agéa, âme et grandeur d'amour, pourquoi cette appellation? Oui, parce que je pense que même dans la Bible, je suis chrétienne, hein, dans la Bible, on nous dit que l'amour dépasse tout. L'amour supporte tout. Et je pense qu'avec l'amour, nous pourrons faire des grandes choses. Nous pourrions facilement pardonner. C'est vrai que c'est difficile, mais nous pourrions arriver avec l'amour du prochain surtout. Et à grandeur d'âme, je veux dire grandeur d'âme parce que quand nous sommes libérés, nous sommes apaisés, nous avons l'espoir, nous sommes généreuses, nous sommes fortes ou forts. Je pense que oui, à ce moment-là, il y a une grandeur dans son âme. Et vous avez ces qualités? J'espère. Parce que ce n'est pas n'importe qui s'engage à faire ce que vous faites, si on n'a pas un cœur disposé à le faire. Oui, oui. Et c'est un plaisir pour moi parce que depuis mon enfance, j'ai toujours donné, j'ai toujours prêté l'oreille et ça a été prédestiné en fait, que je sois celle que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous avez des projets en perspective dans le cadre de votre association? Oui, nous avons des projets et nous avons le premier projet. Nous sommes en train d'organiser une conférence le 17 juin de ce mois-ci et sous le thème 3 pères. 3 pères. Oui. Père P-E-R-E ou P-A-I-R? Père E. Comme papa? P-E-R, oui, comme papa. Oui. Parce que bon,
c'est un peu, c'est de connaître un peu les trois facettes de père que nous avons dans notre pays. Pourquoi père, pourquoi pas trois mères? Pourquoi trois pères alors? Mais parce que bon, c'est la fête des pères, nous voulons un peu honorer cette par rapport à la fête des pères. Et nous voulons honorer un peu cette journée hein, qui va se faire, qui est le 18 juin, mais nous avons fait cette conférence le 17 pour donner la possibilité aux pères de fêter en famille le dimanche. Donc, mais il y aura des échanges, des panels, networking et bien d'autres de surprises parce que. Et aussi peut-être parce que vous pensez que le père est le chef de la famille et donc il porte en lui toute la responsabilité de l'avenir de sa famille et aussi dans sa famille s'il y a ce genre de situation. Il doit avoir l'œil ouvert pour ne pas que ça se produise. Exactement. Donc, trois pères, vous avez dit trois pères. Vous voulez montrer les trois facettes d'un père. Quelles sont ces facettes selon vous? Nous allons parler du père spirituel. Parce que ici au Congo, nous savons que notre père spirituel, on l'appelle papa. Et notre père biologique et notre père de la société. Parce que dans le quartier, tous les papas sont nos papas. C'est comme ça nos traditions et notre éducation à la congolaise. Voilà, donc nous allons parler. C'est également notre richesse. Oui, exactement. Donc nous allons parler un peu de l'impact positif ou négatif sur une génération. Ok, d'accord. Mais vous pensez qu'il y a quand même des impacts négatifs dans ces facettes de père? Oui. Ah bon? Oui, comme positif aussi. Donc, on va plus développer ça pendant l'événement. Alors, qui est attendu à cet événement? Les pères. J'en appelais à tous les pères, du pères Congo. Oui, de participer à cet événement. Et aussi les mères pour venir soutenir. Peut-être raison des questions ou des sujets qu'elles n'ont jamais soulevés, par exemple, dans leur foyer, parce que peut-être le père ne pourrait pas comprendre vu qu'ils sont à deux. Peut-être à ce moment-là, ils auront la facilité de soulever un sujet qui sera très important, vu qu'on a dit que ce sera un moment d'échange. Et je pense que les mamans aussi sont invitées. Et les futurs pères? Oui, donc des jeunes garçons. Exactement. Tout le monde est... Et la conférence, elle est payante. Elle est à 10 000 francs. Et ça nous permettra en fait, pourquoi nous avons mis ça payante, parce que ça nous permettra avec les bénéfices que nous allons avoir de mieux soutenir les causes ou des personnes qui ont besoin d'être soutenues financièrement de l'association. D'accord, et donc ça se passera à Brazzaville? Oui, à Brazzaville, à l'hôtel. Sur la journée ou demi-journée, 2 journées? Oui, ça sera de 16h30 à 19h30. D'accord, donc ça se passe à Brazzaville et le lieu sera défini au moment opportun. Exactement. Ok, je pense que nous avons passé un très bon moment. Je pense qu'à travers cet échange, vous avez peut-être un message à l'endroit de tout le public qui vous suit, des potentielles passions, on va les appeler comme ça, et puis des futurs partenaires, pourquoi pas, ceux-là qui pourront vous accompagner, parce qu'on imagine bien que la tâche est très très délicate, elle est rude, besoin de soutien, parce que tout à l'heure vous avez dit que c'est ensemble qu'on peut avancer. Alors je pense que vous avez un message, et quel serait ce message? Oui, le message est que j'appellerai toutes les personnes qui ont la main sur le cœur, qui aiment donner sans recevoir, parce que c'est le but de l'association aussi, de donner sans recevoir, parce que la santé mentale est très importante. Et je pense que toutes les personnes qui ne sont pas bien dans leur peau ou mentalement, je pense qu'elles n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, elles n'arrivent pas à vivre pleinement ou jouir pleinement de leur vie. Et j'appelle à toutes ces personnes-là qui peuvent soutenir ce genre d'initiative et aux partenaires, pourquoi pas, parce que si on en a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, seul on peut faire quelque chose, mais ensemble on peut aller plus loin. Et je pense que ça sera
très important de pouvoir travailler avec des partenaires. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est la fin. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau d'Alinéa la présidente de l'association AGEA, Amour et Grandeur d'âme, avec qui nous avons décortiqué ces actions qui se résument par l'accompagnement des personnes victimes de violences de tout genre. Nous pensons qu'avec ce genre de projet, il y a en tout cas un relais garanti de l'action du gouvernement sur le terrain, car nous sommes sans ignorer que le gouvernement a mis les questions de protection et de sécurité des personnes au cœur de son action. En tout cas, merci à la présidente de cette association, merci à toute mon équipe, notamment Arsilondou, Giorgio Gapika, le sage Tibassa, j'oublie pas Armel Etokabeka et Yann Bossati. Un merci spécial au directeur général de Télécongo, André Andélé, pour son leadership et son accompagnement. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. À très bientôt pour un autre numéro avec un autre invité. En tout cas, merci. Merci, Madame la Présidente, d'être venue sur ce plateau. Merci. Je vois que c'est votre collaborateur. Oui. Merci, messieurs. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Merci. Merci.